Bonjour tout le monde. Cette capsule vidéo est réservée à l'examen toujours de la croissance économique et particulièrement les théories de la croissance, les théories modernes. Nous allons voir successivement l'apport de Joseph Schumpeter, le modèle post-keynésien de Domar en 1946, le modèle néoclassique de Solow 1956 et la théorie de la croissance. Schumpeter et le rôle de l'entrepreneur. Alors, pour Schumpeter, le progrès technique, ou le progrès industriel comme il l'appelle, est la clé du changement. Il l'exprime dans les termes suivants. Que l'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de la consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les nouveaux types d'organisation industrielle, tout élément créé par l'initiative capitaliste. En résumé, il est en train d'insister sur l'innovation dans tous ses aspects, de produits, de procédés, etc., organisationnels, et sur le rôle moteur de l'individu, l'entrepreneur, le capitaliste, le chef d'entreprise, le propriétaire de l'entreprise. Donc, pour Schumpeter, c'est ce rôle fondamental, ces innovations qui sont le fruit de l'initiative privée, de l'initiative du capital qui est à l'origine du changement et donc du développement et de la croissance. Ainsi, dans l'analyse de Schumpeter, le changement ou le développement tout court repose sur trois éléments. Il repose d'abord sur le progrès technique, sur l'évolution des connaissances et sur les grandes inventions, c'est-à-dire sur toutes les innovations. Deuxièmement, le changement repose sur l'entrepreneur, le chef d'entreprise. Ce chef d'entreprise qui prend les risques, le risque de lancer de nouveaux produits, nouvelles façons de procéder, nouvelles façons d'organiser le travail, etc. On est toujours dans les innovations. Et sur le troisième élément, à savoir la structure du marché. Ici, à la différence d'Adam Smith, la structure du marché dont parle Schumpeter est la concurrence monopolistique. Parce que ce genre d'organisation de marché va permettre à l'entrepreneur qui a pris des risques d'avoir une rétribution, c'est-à-dire d'avoir un certain monopole temporaire durant lequel il pourra avoir une rente pour récupérer les investissements déjà réalisés en termes de recherche et développement. Cependant, Schumpeter le fait observer ou remarquer la chose suivante, c'est que l'innovation, qui est en fin de compte un processus de destruction et de création, ne réussit pas à tout le monde. Certains entrepreneurs vont y laisser leur peau, c'est-à-dire ils vont perdre. D'autres vont réussir, bien au contraire.
Mais le processus globalement, au niveau macroéconomique, au niveau de l'économie dans tout son ensemble, est bénéfique parce qu'il va améliorer la situation de l'économie dans sa globalité. Alors, pour ce qui est du modèle de Domar proposé en 1946, bien, ce modèle, il va insister sur ce que on peut appeler la double nature de l'investissement. Pour Domar, d'abord, nous allons proposer ou énoncer les conditions de départ du modèle, ensuite montrer cette double nature de l'investissement, puis proposer la condition d'équilibre du modèle. Quelles sont les conditions de départ du modèle de Domar? Eh bien, le modèle a pour objectif, d'abord, c'est de déterminer le taux de croissance nécessaire au maintien de l'équilibre de plein emploi. Donc, remarquez qu'il ne s'agit pas de n'importe quel taux de croissance. Non, on cherche, dans ce modèle, on cherche un taux de croissance nécessaire au maintien de l'équilibre de plein emploi. Et non pas un équilibre de sous-emploi. La situation initiale est caractérisée par les éléments suivants. Nous avons au départ l'investissement ex ante égale l'épargne ex ante. C'est-à-dire tout simplement on parle d'une économie où I égale à S, où l'investissement égale l'épargne. Une économie équilibrée. Et cette économie qui est équilibrée, on lui cherche un taux de croissance pour encore créer plus de richesse. On suppose également que le coefficient du capital, noté V, qui est égal à K, le capital sur les quantités produites, est fixe. La fonction de production a un seul facteur, K, c'est-à-dire F égale ou Q égale F de K. Il peut paraître étonnant que Domar ait retenu une fonction à un seul facteur, à savoir le capital, et a ignoré totalement le travail. Cependant, les choses sont simples. À l'époque du modèle, on sortait de la grande crise. Et il y avait pendant la crise un très grand chômage. Par exemple, aux États-Unis, le chômage était de 25%. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas le manque de main-d'œuvre qui est le souci. Bien au contraire. La main-d'œuvre était abondante, très abondante. D'autant que le travail demandé n'était pas un travail qualifié. Et dans ce contexte-là, puisque le facteur travail était en abondance, relativement bien sûr au capital, et que en termes de qualité, on ne demandait pas un travail spécialement qualifié, c'était un travail normal, non qualifié généralement. Mais le problème, le facteur qui était relativement rare, c'était le capital. Et c'est là que la fonction retient un seul facteur, à savoir le capital. Mais implicitement, le travail, il est là, il est dans la fonction. Parce qu'on ne peut pas produire son travail également. Alors, maintenant, cette double nature de l'investissement, c'est quoi? Bien, tout simplement, Domar veut insister sur le fait
que l'investissement, et il est en train de parler de l'investissement net, il faut se rappeler de ça, l'investissement exerce une double influence sur l'économie. C'est cette double influence qui constitue cette double nature de l'investissement. Alors, quel est ce double effet? Bien, du côté de la demande, l'investissement détermine le niveau du revenu et la demande globale par le multiplicateur keynésien. L'effet de revenu. Bien, c'est simple. Lorsqu'une entreprise entame un investissement, elle va par exemple construire des ateliers. Ça va demander des matières premières, des matériaux de construction. Elle va acquérir des machines, des équipements, des biens de production. Ces biens de production, il y a d'autres entreprises qui les fabriquent. Donc il y a un effet demande, une augmentation de la demande. Cette demande qui émane de l'entreprise qui fait de l'investissement. Cette demande, ça génère des revenus via le multiplicateur de 15, le multiplicateur keynésien. C'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est quoi? C'est que, après un certain temps, ça va augmenter les capacités de production de l'entreprise ou des entreprises qui font des investissements. Et l'entreprise qui entame un investissement aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va faire augmenter sa capacité de production. Mais il faut attendre que les ateliers soient construits, il faut attendre que les équipements arrivent et installés, etc., etc. Et ça prend du temps. Mais une fois que ces opérations sont réalisées, la capacité ou les capacités de production augmentent. Et donc, c'est l'effet capacité. Donc, un investissement, ou l'investissement dans une économie de manière générale, d'abord, dans un premier temps, il fait augmenter la demande, et donc, par là, il va faire augmenter le revenu via le multiplicateur de 15, et dans un second temps, il va faire augmenter les capacités de production. C'est l'effet de capacité. C'est ça la double nature. La condition d'équilibre du modèle. Pour demain, l'objectif, comme on l'a précisé au départ, c'est de chercher un taux de croissance de l'économie qui maintient l'équilibre de plein emploi. C'est ça le souci. Donc ce n'est pas n'importe quel taux de croissance, mais un taux de croissance qui maintient l'équilibre de plein emploi. Et demain, remarque qu'il y a une dissymétrie dans ce modèle. Du côté de l'offre, c'est-à-dire les effets de capacité. C'est l'investissement qui détermine la croissance. Du côté de la demande, c'est la variation de l'investissement. Pas la même chose. L'investissement détermine la croissance du côté de l'offre et du côté de la demande, c'est la variation absolue de l'investissement qui détermine la croissance. Pour maintenir l'équilibre, il faut respecter l'égalité suivante, ou la condition suivante. L'équilibre de plein emploi, ça veut dire que lorsqu'on fait un investissement, il y a une variation de la demande, et il y a une variation de l'offre. Il faut que ces deux variations soient égales. C'est-à-dire le surplus d'offre doit être égal au surplus de demande. Et dans ce cas, on doit avoir forcément delta I sur I, c'est-à-dire la variation relative de l'investissement
égale au rapport S sur V, avec petit s, c'est l'épargne. Et V, comme on l'a dit précédemment, c'est le coefficient du capital qui est fixe, qui est égal à K sur Q, la quantité produite. Le modèle de demain. Dans cette figure, on résume un petit peu toute la logique de demain. Nous avons au départ un investissement net. Cet investissement a d'abord pour effet, il détermine le niveau de la demande via le multiplicateur. Il va conditionner, plutôt se manifester par une augmentation du stock du capital et donc des capacités de production. Du côté de la demande, c'est une augmentation de la demande. Et puis, nous avons l'effet de revenu, l'effet de capacité, les conditions d'équilibre. Et à la fin, tout en bas, la condition d'équilibre. C'est pour résumer le modèle de... Le modèle néoclassique de Robert Solow, 1956. Solow va proposer de mettre en évidence les déterminants de la croissance, c'est-à-dire les sources de la croissance économique. Et, d'un autre côté, il va chercher à caractériser le comportement de la croissance dans le long terme. Nous allons voir successivement la fonction macroéconomique proposée par Solow, son analyse, la décomposition qu'il a réalisée et l'explication du résidu. Pour Solow, avant de parler de la croissance économique, il faut d'abord présenter la fonction de production à l'échelle de l'économie, c'est-à-dire une fonction de production macroéconomique. La fonction qu'il a proposée est la suivante. Y est égal à F de KL, qu'il va simplifier en la divisant par le facteur L, le facteur travail. De la sorte, on va avoir les variables par tête d'habitant. C'est sûr que les variables seront exprimées en tête d'habitant. Par exemple, Y sur L, ça veut dire la production par travailleur, par ouvrier. La fonction de production macroéconomique est dite well-behaved. Cela veut dire que sa dérivée première est positive, donc la fonction est croissante, que sa dérivée seconde est négative, donc la fonction de production est croissante et concave, et en plus, cette fonction a des rendements d'échelle constants. Bon, les rendements d'échelle qui sont constants, cette restriction est compatible avec le niveau de développement de l'économie dans laquelle le modèle fut développé. C'est l'économie américaine. Et dans ce genre d'économie, on a plutôt des rendements d'échelle constants que des rendements d'échelle croissants. L'analyse que propose Solow est la suivante. Pour Solow, la source de la croissance ou l'origine de la croissance vient du fait qu'il y a une augmentation du montant de capital technique investi par tête. C'est-à-dire, on a fait des investissements auparavant et suite à ces investissements,
si on divise cet investissement par le nombre d'ouvriers, la main-d'œuvre, pour la population tout court, on va avoir la population active, on va avoir un ratio qui est en train d'augmenter. Et plus ce ratio augmente, plus la croissance sera là. En fait, l'investissement pour Solo, c'est un investissement qui ne fait pas que remplacer le capital qui est usé, qui est totalement amorti. Mais bien au contraire, il remplace le capital usé et en plus il y a du nouveau capital. Donc on remplace ce qui a été utilisé et totalement amorti et on ajoute d'autres équipements, des équipements nouveaux. Ce qui fait que si ce taux d'accroissement du capital est plus important que celui de la population, on va avoir un ratio capital par tête qui va augmenter. Et dans ce cas, les ouvriers auront plus de capital nouveau et performant, qui va leur permettre de produire plus et d'être plus efficaces. Mais si on continue à augmenter ce capital par tête, va-t-on continuer à observer une croissance économique à l'infini? Eh bien non. Pour Solo, ce n'est pas possible. Parce que plus on investit dans le capital, plus on fait augmenter ce ratio capital par tête, viendra un moment où les coûts supportés par ces investissements seront beaucoup plus importants par rapport à la productivité, par rapport au rendement. C'est la loi des rendements décroissants. Et donc, à un certain moment, on doit s'arrêter d'investir. Parce que ce n'est plus profitable, ça n'a plus de sens. Gaspiller de l'argent, beaucoup d'argent, pour gagner peu d'argent, ce n'est pas rationnel. Et donc, on va arriver à un certain moment à un plafond. C'est l'état régulier. Solo peut observer également que cet état régulier, on peut le dépasser. Si par exemple, on peut le dépasser selon l'évolution des prix relatifs des facteurs. Si le prix du capital devient trop cher par rapport au travail, on va revenir vers des technologies de production qui utilisent plus de main-d'œuvre. Et au lieu d'investir dans les machines, on va embaucher le maximum de main-d'œuvre. Ça va faire augmenter la production. Et on arrivera aussi à un état stationnaire où le coût du travail sera trop cher. Si le prix relatif du travail devient cher et celui du capital devient moins cher, on pourra refaire l'opération dans le sens inverse. Mais ça dépend toujours de l'évolution des prix relatifs des facteurs. Si les prix relatifs des facteurs ne changent pas, dans ce cas, on arrivera à un état régulier, un état stationnaire, et ça y est, la croissance aura atteint son limite, ou sa limite plutôt. Solo va procéder à la décomposition du PIB d'un certain nombre de pays. C'est quoi cette décomposition? Bien dans le tableau que vous voyez,
il y a le PIB d'un certain nombre de pays développés, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Japon et les États-Unis. Et vous voyez le taux de croissance de leur PIB. 2,8% pour l'Allemagne, 2,6% pour la France et ainsi de suite. 3% pour les États-Unis. La question ou l'objectif de Solow, c'est d'essayer de voir est-ce que cette croissance du PIB est totalement due au facteur de production. Bien, quand il a fait cette décomposition, il a observé les choses suivantes. Par exemple, pour l'Allemagne, 2,8% de croissance du PIB, 1,4% est expliqué par les facteurs, c'est la contribution des facteurs, et le reste, il est inexpliqué, c'est le résidu. Et pareil pour les autres, si vous prenez par exemple les Pays-Bas et les États-Unis, 3%, 3%, 2% pour la contribution des facteurs pour les deux pays, et 1% comme résidu. La même chose pour le Japon, 4,7%, 3% et 1,7% inexpliqués par la contribution des facteurs. Et donc, vous voyez qu'il y a une croissance, une partie de la croissance est expliquée par les facteurs et l'autre ne l'est pas, c'est le résidu. Alors, c'est quoi ce résidu? Alors, cette décomposition de Solow va nous conduire, ou va conduire Solow à constater que le capital et le travail ne suffisent pas à expliquer l'intégralité de la croissance. Et donc, il y a un résidu. Et ce résidu correspond à la productivité globale des facteurs. Autrement dit, le fait de faire augmenter les facteurs de production, ça permet effectivement l'accroissement des quantités produites. Mais cet accroissement n'est pas totalement justifié par l'amélioration de la productivité de chaque facteur de façon isolée. Il y a une partie que Solow appelle le résidu, une partie de cette croissance non expliquée par les facteurs. Ce résidu qui est non expliqué par les facteurs est en fait le fruit de la productivité globale des facteurs. La productivité globale, et non pas de chaque facteur de faillite. Cette productivité globale est le résultat du progrès technique. Donc l'explication que nous propose Solow est la suivante. Pour Solow, il existe un autre facteur de la croissance, une autre source de la croissance économique. C'est le progrès technique, en plus du facteur capital et du facteur travail. Le progrès technique a pour implication l'amélioration de la productivité globale des facteurs. C'est-à-dire, grâce au progrès technique, on peut faire mieux, produire mieux, etc. Il a des effets positifs. Le progrès technique crée des externalités positives. Ce progrès technique, pour Solow, est une variable exogène, c'est-à-dire il est déterminé hors de son modèle. La théorie de la croissance endogène. Nous allons voir avec vous le contexte
les idées fondamentales, les contributions. Alors, le contexte dans lequel s'est développée la théorie de la croissance endogène, ou les théories, parce qu'il y a plusieurs contributions, c'est d'abord l'arrivée des théories sur la recherche-développement. Deuxièmement, la diffusion progressive des innovations technologiques. Troisièmement, les théories de la croissance ont mis en évidence l'importance du secteur de recherche-développement qui développe de nouveaux biens ou améliore la qualité de ceux qui existent déjà. Rappelez-vous que David Ricardo a déjà parlé du progrès technique, puis Schumpeter en a parlé, et il existe également dans le modèle de Solow, mais ici, ce progrès technique sera examiné de façon beaucoup plus profonde et on va lui attribuer un rôle plus important et plus différent. En tout cas, le progrès technique va avoir un autre statut différent de celui qui existe dans le modèle de les idées fondamentales. Alors, l'hypothèse de la croissance des rendements des facteurs de production. Rappelez-vous que dans le modèle néoclassique, le modèle de Solow, nous avons la loi des rendements décroissants. Chez David Ricardo, il parle également de la loi des rendements décroissants. Karl Marx parle également de la baisse tendancielle des profits, donc c'est sur la loi des rendements décroissants. La première idée dans la théorie de la croissance endogène, c'est que cette hypothèse des rendements décroissants sera remise en cause, remise en question. Parce que, en considérant les externalités positives liées à l'accumulation de toutes les formes de capital, humain, physique, technique, etc., les rendements deviennent croissants, ou du moins constants. Donc, c'est ça la première idée. La deuxième, c'est que le rythme d'accumulation dépend du choix économique. C'est pourquoi on parle de théorie de la croissance endogène. Le capital, dans toutes ses formes, qui fait l'objet d'accumulation et qui permet des externalités positives, qui permet la réalisation de rendements croissants ou du moins constants, ce processus d'accumulation dépend des choix économiques. Il n'est donc pas exogène, il est endogène. C'est la deuxième idée. Enfin, l'importance du rôle de l'État et donc l'existence de politiques de croissance. Dans toutes les théories et modèles présentés auparavant, sauf peut-être pour le modèle de Demar, l'État était absent parce qu'on parlait de l'initiative privée, de l'initiative du capitaliste, etc. Donc la croissance était une affaire, si vous voulez, du secteur privé. Mais dans la théorie de la croissance endogène,
on donne à l'État un rôle fondamental, notamment avec le capital public, etc. L'investissement dans les ressources humaines, que l'on va voir par la suite. Et donc, dire que l'État a un rôle important dans la croissance veut dire qu'il existe des politiques publiques pour la réalisation de la croissance économique. Ce sont là les trois idées fondamentales de la théorie ou des théories de la croissance. Les contributions majeures. Alors, les travaux de Romer en 86-87 puis en 1990 sont à l'origine des théories de la croissance endogène. La croissance endogène est perçue comme un phénomène auto-entretenu par accumulation de 4 facteurs principaux, 4 sources principales de la croissance pour ces théories. Et chaque source contribue chaque source est liée à la contribution d'un auteur en particulier. Il y a d'abord le capital physique, c'est Romer dont on a parlé, le changement technologique, toujours Romer, le capital humain avec Robert Lucas et le capital public avec Robert Barrow. L'analyse renouvelée du capital physique de Paul Romer en 1986. Alors pour Paul Romer, il va présenter un modèle qui repose sur le phénomène des externalités entre les firmes. Il dit que en investissant dans de nouveaux équipements, une firme accroît sa production, mais aussi celle des autres, concurrentes ou non. Et c'est vrai, si vous prenez une entreprise qui fait un investissement, elle va acheter des équipements, etc. Forcément, ça va faire augmenter sa capacité de production, ce qui est super. Mais, déjà, en adressant sa demande à une autre entreprise qui produit les biens d'équipement, cette entreprise à qui elle est adressée la demande va profiter de cet investissement et va augmenter également sa production. Et puis les entreprises concurrentes observent leur entourage, leur environnement. Ils voient que l'entreprise en question, concurrente, est en train de faire des investissements. Donc ils envisagent de s'accaparer plus de parts de marché. Ils ne vont pas rester les bras croisés. Ils vont limiter, ils vont essayer d'investir, etc. Et donc, en fin de compte, cet investissement initial initié par une entreprise va se propager dans toute l'économie. Et donc, ce n'est pas uniquement l'entreprise initiatrice qui va faire augmenter sa capacité, mais toutes les autres entreprises seront influencées et verront à des degrés divers sûrement augmenter leur capacité de production. Puis, la deuxième idée importante, c'est que le rendement privé est en général plus petit que le rendement social. C'est-à-dire que l'investissement que réalise une entreprise, il se peut que le rendement de l'investissement soit faible. On analyse, si vous voulez, au niveau microéconomique,
privé. Si on voit son impact sur toute l'économie, on va voir que son rendement social il est beaucoup plus important. Et donc, ainsi, si vous voulez, cette comparaison entre rendement privé et rendement social. Et puis, il se peut que le rendement privé reste décroissant. Donc, le rendement privé, il peut être faible, il peut être même décroissant. Mais le rendement social s'avère constant. Ce n'est plus décroissant, comme le stipulaient les théories néoclassiques. Donc, toujours dans l'analyse du capital physique de Romer, l'explication qu'il donne à ce phénomène réside dans le fait que l'investissement dans de nouvelles technologies est le point de départ de nouveaux apprentissages par la pratique. En fait, l'idée est simple. Une entreprise qui fait un investissement dans des équipements nouveaux, forcément, elle sera obligée de former ses ouvriers pour l'utilisation de ces équipements nouveaux. Et donc, il y a un apprentissage de ça qui se fait. Puis, les autres entreprises concurrentes qui peuvent ne pas investir forcément dans des équipements nouveaux vont essayer d'améliorer l'existant. En voyant les différences qui existent entre l'équipement nouvel et l'équipement ancien, on essaie d'améliorer l'ancien. Et là, ce sont des idées qui peuvent surgir de la part des ingénieurs, des ouvriers, des techniciens, etc., pour améliorer l'existant, ce qui est une chose très importante. Et puis, imaginons le cas où, notamment dans des économies comme les États-Unis, où il y a une très grande mobilité dans la main-d'œuvre, un ouvrier qui travaillait dans une entreprise, qui a fait des investissements dans des équipements nouvelles, qui a bénéficié de formation, etc., qui a acquis de l'expérience, et qui, pour une raison ou pour une autre, est obligé de quitter cette entreprise pour aller chercher un travail dans une autre entreprise. Lorsqu'il va dans une nouvelle entreprise, il va avec sa façon de travail, mais aussi avec ses connaissances qu'il a appris, les expériences qu'il a acquises, la formation dont il a bénéficié dans la première entreprise. Et il va, pour faire valoir ses compétences, pour pouvoir mieux négocier son salaire également, va montrer tout son potentiel de connaissance, de savoir-faire. Et donc, il va faire bénéficier l'entreprise nouvelle par des connaissances qu'il a acquises auparavant. Et donc, c'est ça le phénomène des externalités causées par entre les firmes que provoque l'investissement en capital physique. Ce savoir, on ne peut pas se l'approprier. La connaissance, quand on produit la connaissance, forcément, elle va se propager dans la société, elle va se diffuser dans la société. Et donc, l'investissement a un double effet. Il agit directement sur la croissance et indirectement sur le progrès technique. L'investissement, quand une entreprise investit dans des équipements nouveaux, ces équipements nouveaux vont augmenter donc l'investissement
a un effet sur la croissance économique, un effet direct. Mais un autre effet indirect. Les transferts de connaissances qu'il occasionne, les effets ou les externalités positives qu'il occasionne également, vont également booster la croissance économique. C'est l'effet indirect de l'investissement sur la croissance et sur le progrès. Le changement technique. Alors, cette théorie essaie d'analyser le changement technique sur le plan économique. Eh bien, quelles sont les conditions économiques qui favorisent le changement technique? Un changement technique commence par une idée. Une idée qu'on essaie de formaliser et de tester. Toutefois, de l'idée à la réalisation d'une idée, c'est un parcours long et surtout lourd. Long en termes de temps et lourd en termes de coût. Et donc, ce n'est pas un chemin facile. Cependant, si l'idée est acceptée, c'est-à-dire en parcourant tout ce long chemin entre l'idée et la réalisation d'une idée, et en assumant tous les coûts pour réaliser l'idée, si l'idée est retenue, les coûts vont baisser de façon incroyable. Imaginons, rappelez-vous, par exemple, la production d'un ordinateur. Le premier ordinateur qui a été inventé, ça a coûté beaucoup d'argent. Énormément, parce que fallait déjà beaucoup de temps pour trouver mettre au point cette invention, faire des essais, les matériaux, il y avait beaucoup de budget, etc. Donc c'était colossal. Mais une fois qu'on a réalisé que ça c'est bon, on a réussi le pari et on a fabriqué le premier ordinateur. La fabrication du second ordinateur ne va pas coûter des milliards et des milliards. Ça va coûter peu d'argent par rapport au premier. Et ainsi de suite. Parce qu'on n'aura pas besoin de faire des essais, etc. pour fabriquer le deuxième, le troisième, le quatrième et le énième. Donc c'est ça, c'est pour cette raison que les coûts baissent. Et ça donne l'opportunité de gagner beaucoup d'argent dans ce cas. Il y a un risque. L'individu ou l'entreprise qui a fait un effort pour d'une idée passer à la réalisation d'une idée avec tous les coûts supportés, tout le temps passé à améliorer les choses, etc., cette entreprise ou l'individu qui fait cette opération est exposé à un risque. C'est le risque de ne pas profiter de son invention. Parce que les autres vont l'imiter, ils vont produire la même chose avec des coûts faibles. Alors que lui, il sera obligé de produire la même chose, mais en ayant supporté des coûts colossaux qu'il a dû dépenser auparavant pour de l'idée arriver à la réalisation de l'idée. Et donc, dans ce cas, on est incité à faire cet effort-là. Parce qu'on s'en rend compte. Pourquoi une personne ou une entreprise va investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour améliorer quelque chose et qu'une fois
cet objet, cette idée est améliorée, elle est opérationnelle, on peut l'utiliser, la commercialiser, et l'autre entreprise vient faire du copier-coller et produire le même bien et gagner autant d'argent, et même plus, parce que la seconde n'a pas supporté les investissements initiaux. Donc, ce n'est pas incitatif. Alors, pour Romer, il dit que pour que ce changement ait lieu, il y a une condition économique qui doit être satisfaite. C'est que ces gens-là doivent bénéficier d'un certain monopole temporaire pour pouvoir justement bénéficier de l'idée qu'ils ont développée eux-mêmes. Ce monopole temporaire va leur permettre de s'approprier une rente pendant un certain moment pour justement couvrir les investissements initiaux réalisés et les différents coûts supportés, etc. Comment réaliser, comment assurer ce monopole temporaire? Il y a des droits de propriété. Et ces droits de propriété, qui va les garantir? C'est forcément l'État. Le capital humain, avec Robert Lucas. Robert Lucas va insister sur le capital humain qui désigne l'ensemble des capacités apprises par les individus et qui accroissent leur efficacité productive. Il faut noter que cette question, la thématique ou le sujet du capital humain a été abordé bien avant Robert Lucas par Gary Becker et par Schultz durant les années 60. Chaque individu est en effet propriétaire d'un certain nombre de compétences qu'il va valoriser en les vendant sur le marché du travail. Donc il insiste sur toujours la notion de ce capital humain. L'accumulation du capital humain est un moyen de soutenir le processus de croissance. En effet, même si un pays ne peut pas accroître son offre de travail indéfiniment, il peut améliorer la qualité de sa force de travail. Marquez l'idée de... Après avoir défini ce capital humain, comment ce capital humain peut être une source de la croissance. Le fait que même le stock de main-d'œuvre n'est pas illimité. Surtout si on tient compte des transitions démographiques, etc. Plutôt une société, une nation, une économie peut toujours augmenter son capital humain, pas en termes de nombre, pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. C'est-à-dire on peut avoir les mêmes nombres d'ouvriers, mais les ouvriers, si on améliore leur qualification, leur qualité, eh bien, ils vont produire plus. Et c'est ça, ce type d'accumulation du capital dont il est question chez Robert Lucas. C'est l'accumulation du capital humain en termes de qualité. Le capital humain chez Robert
Le CAS est donc lié à la notion de qualité. Cette qualité fait référence, entre autres, à l'éducation, à l'expérience, le capital santé des travailleurs, etc. Quand on dit l'accumulation de la qualité, c'est ça. Donc c'est l'enseignement, la santé, l'expérience, etc. Comment on peut accumuler donc le capital humain? Il y a deux façons. Au début de vie, c'est-à-dire quand on est encore jeune, en allant à l'école, on va à l'école pour apprendre, pour s'instruire, etc. Ça, c'est de l'accumulation, la première forme d'accumulation du capital. Par la suite, dans le monde professionnel, l'accumulation du capital humain se fait par l'expérience, l'apprentissage par la pratique, learning by doing, ou par des stages professionnels. Donc, voilà deux modalités d'accumulation du capital, de l'amélioration de la qualité du capital. Pour Robert Barreau, il va insister, lui, sur le capital public. C'est quoi ce capital public? En fin de compte, le capital public n'est autre qu'une autre forme du capital physique. C'est l'ensemble des investissements en infrastructures réalisés par les gouvernements, les collectivités locales, etc. En mettant l'accent sur le capital public, Barreau va mentionner les imperfections du marché, en particulier le problème d'appropriation des innovations. En fin de compte, on sait très bien que celui qui fait une innovation ou une invention, s'il n'est pas protégé, il sera imité par les autres. Les autres qui font des imitations vont gagner plus d'argent que lui. Donc, ça ne va pas l'inciter à faire de l'innovation. On va essayer de développer. En fait, l'existence d'externalités entre les firmes, rappelez-vous que c'est déjà Paul Remarque qui en a parlé, qu'il y a des externalités positives entre les firmes. Et le fait qu'il y a ces externalités entre les firmes fait qu'une innovation, une connaissance produite par une entreprise va se propager dans les autres entreprises et dans la société de manière globale. Et donc, les autres vont en profiter. Mais ça n'encourage pas l'entreprise initiatrice parce qu'elle a dû dépenser beaucoup plus d'argent pour produire cette connaissance ou cette innovation. Et donc, il n'est pas incité. Pourquoi moi je fais l'effort et les autres qui vont gagner plus d'argent que moi? Donc, on n'est pas vraiment incité. Donc, l'innovation a une rentabilité faible. Du moment qu'on n'est pas protégé, la rentabilité est faible. Elle peut même être négative. Ce qui fait qu'en fin de compte, on n'encourage pas la recherche-développement. Il incombe à l'État de soutenir la rentabilité, ou plutôt la rentabilité de la recherche-développement. Comment soutenir cette rentabilité qui est des recherches-développement qui est la recherche-développement qui est initiée par le secteur privé? C'est par le subvention. C'est-à-dire, il faut accorder des subventions à ces entreprises qui font un grand effort en matière de recherche-développement. Et puis, il y a également les droits de propriété, mais surtout les subventions. Surtout les subventions, c'est important pour maintenir ces recherches-développement parce que cette recherche-développement, elle est intéressante pour l'entreprise utilisatrice, mais elle est fructueuse pour l'économie dans sa globalité.
La figure suivante résume un petit peu la théorie ou les théories de la croissance endogène. Nous avons dans la figure ici l'accumulation du capital, de toutes les formes de capital, humain, physique, public, et technologique, etc. Ce qui va améliorer le progrès, ça va créer du progrès technique, qui va lui-même créer de la croissance, et cette croissance va également permettre l'accumulation de toutes les formes du capital, et qui va permettre la création du progrès technique, à booster le progrès technique, etc. Et remarquez qu'ici, ils sont soulignés dans le modèle de la croissance endogène, le progrès technique n'est pas exogène, il est produit par la croissance. C'est la croissance qui permet l'accumulation du capital, c'est le capital qui permet l'évolution du progrès technique, les changements technologiques, et ce changement technologique va influencer positivement la croissance et ainsi de suite. Celle-là un petit peu exprime ou montre le lien qui existe entre le progrès technique et la croissance. Vous voyez, le progrès technique, il est initialement le fruit de soit de la recherche fondamentale, soit de la recherche appliquée. Donc c'est toujours dans les laboratoires, etc. Mais quand il y a ce progrès technique, une invention, on va essayer d'en profiter, faire une innovation de produit, une innovation de procédé ou une innovation organisationnelle. L'innovation de produit va directement accorder un monopole, une différenciation du produit, un monopole, une compétitivité hors prix et donc une hausse des exportations. Et les innovations de procédés et organisation vont améliorer les productivités, ce qui va faire baisser les coûts de production, la hausse des salaires, la hausse des salaires plutôt, la baisse des prix et la hausse des profits. Tout cela va permettre l'investissement, la consommation, l'exportation par le compétitivité prix et donc en fin de compte la croissance. Une dernière ou un dernier paragraphe est réservé à la thèse de la stagnation séculaire. La thèse de la stagnation séculaire a été développée pour la première fois par l'économiste américain Alvin Hansen en 1939. Et a été remise au goût du jour à partir des années 2010 par des économistes tels que Larry Summers et Robert Gordon. Que signifie cette thèse de la stagnation séculaire? Bien, selon cette thèse, la période de forte croissance qui aurait commencé à partir de 1870 ne serait qu'une parenthèse qui tenderait à prendre fin. Ça veut dire quoi? On essaie de nous dire dans cette thèse de la stagnation que la croissance c'est l'exception, la stagnation c'est la règle. L'humanité a stagné pendant plusieurs siècles et on n'a connu la croissance que récemment. C'est quelque chose d'exceptionnel qui va finir par disparaître à un moment ou à un autre. Pour Robert Gordon, la poursuite des innovations depuis les années 70 ne se traduirait pas par des gains de productivité global des facteurs. Alors, Gordon est en train de nous dire que
les révolutions technologiques qu'a connu le monde depuis les années 70 n'a pas permis, notamment l'informatique, n'a pas permis l'amélioration de la productivité globale des facteurs. Et donc, étant donné que cette productivité ne s'améliore plus, on ne peut pas espérer une croissance importante. Du fait que la troisième, alors pourquoi il n'y a pas cette... Du fait que la troisième révolution industrielle concernerait principalement le secteur du divertissement et de l'information communication. Donc, cette révolution qu'a connu l'humanité ne concerne que le secteur de distraction, de divertissement, de l'information et de la communication. Merci pour votre attention et à la prochaine capsule vidéo qui sera réservée à la mesure de la croissance et aux limites, l'importance et limites du PIB.